Ces images ont été prises près de Lurs, peu de temps après la découverte des corps. Cette scène macabre, désormais ancrée dans l'inconscient collectif, s'émancipe de toute description. Ici, on voit les gendarmes s'affairer à récolter les désormais maigres indices présents. La scène a été piétinée par les badauds. Sur cette image, semble-t-il, la voiture des victimes examinée par les enquêteurs du parquet de Marseille. La scène se déroule sur les terrains d'une ferme qu'on appelle la Grand-Terre, située au bord de la route nationale 96, dans les Alpes de Haute-Provence, entre Manosque et Sisteron. À cet endroit vivaient les Dominici, une famille de paysans coupés d'un monde en pleine modernisation, comme il en existe beaucoup au milieu du XXe siècle dans ces régions reculées et exsangues de la Haute-Provence d'après-guerre. Comment en est-on arrivé là ? Quel événement a fait couler le sang sur ces terres arides du sud de la France ? Quels mécanismes font qu'encore aujourd'hui, à travers la curiosité morbide du public et son attrait pour le true crime, cette histoire demeure dans l'inconscient collectif ? C'est tôt le matin du 5 août 1952 que Gustave Dominici, 33 ans, fils du propriétaire, découvre le corps d'une enfant près du pont qui traverse la voie de chemin de fer et mène à la Durance. Il remonte le chemin en courant, interpelle un motocycliste qui passait par là et lui demande d'aller prévenir la gendarmerie d'Oraison. Plus tard, 2 corps sont découverts par les gendarmes de part et d'autre de la RN 96. Ces corps, les voici. Les victimes gisant au bord de la route près d'une voiture de marque Hillman ont semble-t-il été abattues par balles. Non loin des berges de la Durance, après une voie ferrée, le corps de l'enfant est examiné par les gendarmes. Elle a été victime de violents coups. Lors de l'enlèvement du corps, on retrouve un morceau de bois sous sa tête. Il mon téléphone. Il faut souligner une chose. Si nous avons l'habitude, aujourd'hui, des scènes de crime balisées, encadrées et interdites d'accès au public, ça n'était pas du tout le cas à l'époque. Et les premières phases de l'investigation en ont énormément souffert. Les lieux, les indices, les traces, tout a été piétiné par les curieux passant par là durant la première journée après la découverte. Les cadavres qui composent cette scène macabre sont identifiés comme étant ceux d'une famille anglaise, les Drummond, le père Jack, la mère Anne et leur fille Elizabeth. D'après la reconstitution du périple de cette famille anglaise, en vacances dans le sud de la France, il semblerait qu'elle ait assisté à un spectacle de corrida à Digne-les-Bains avant de prendre la route 96 et de s'y arrêter pour la nuit, sans doute pour allier Villefranche-sur-Mer, son lieu de villégiature, le lendemain. Salut, c'est Monsieur Chonks du montage. J'ai remarqué un truc pendant que j'étais en train de monter la vidéo. En fait, il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Digne-les-Bains, soi-disant, pour aller à Villefranche-sur-Mer. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai écrit dans le script. Donc forcément, ça a été supplété dans la documentation que j'ai lue pour écrire la vidéo. Ceci dit, j'ai quand même vérifié sur Géoportail, parce qu'avec Géoportail, vous pouvez accéder aux cartes des années 50, et ça, c'est très pratique. En partant de Digne, pour aller donc ici, pour aller à Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, donc ici, vous êtes censé passer par là. Voilà l'itinéraire qu'ils sont censés prendre pour aller de Digne, ici le premier point, à Villefranche-sur-Mer, ici, le deuxième point. Le problème, c'est que la bagnole, elle a été retrouvée quelque part par là, dans cette vallée, donc la vallée de la Durance. Et c'est un chemin qu'ils n'étaient pas du tout censés emprunter. Il y a plusieurs possibilités. Soit ils se sont trompés de route. Dans ce cas, ils ont pris, comme c'était la nuit, ils ont pris la mauvaise route et se sont retrouvés à côté de la ferme. Et ils se sont dit, ah zut, on n'a pas pris la bonne route. Du coup, on va peut-être faire demi-tour. Ils ont voulu faire demi-tour. Et ils se sont dit plutôt, on va se poser pour la nuit. Et on reprendra la route demain.
très bien, soit ils venaient pas de Digne. Voilà, soit ils étaient pas à Villefranche, soit voilà. Mais je pense que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils se sont trompés de route et que voilà. J'aurais peut-être dû vérifier ça avant. Je suis navré pour l'inexactitude. Je laisse la vidéo reprendre son cours. Au revoir. Au revoir. Sur cette image, un homme, très certainement Sir Drummond, qui assiste à un spectacle de tauromachie à Digne. Le commissaire Edmond Sebeil, de la 9e brigade mobile de Marseille, est dépêché sur les lieux par le parquet pour conduire l'enquête. Les premiers indices trouvés sont des traces de pas ainsi que des douilles, trouvées non loin des corps de Jack et Anne Drummond. On s'imagine que les questions devaient fuser. Nous n'y étions pas, mais nous imaginons aisément la stupeur des gendarmes, des badauds et du commissaire face à cette scène semblant sortir d'un polar. Les images que vous voyez sont bien réelles. La question est sur toutes les lèvres à l'époque et taraude encore les curieux d'aujourd'hui. Qui a tué les Drummond ? Et pourquoi ? Dans l'affaire de l'URSS, dès les premiers pas de l'enquête, les informations qui parviennent aux enquêteurs ainsi qu'au public sont contradictoires, inexactes, voire fausses. Ceci est dû aux nombreuses contradictions de Gustave Dominici auxquelles viennent s'ajouter quelques articles sensationnalistes de la presse d'époque. Ce document se concentre sur des faits avérés et écarte au possible les suppositions et pistes trop peu limpides. Plus tard, en début de soirée, des enquêteurs sont à la recherche d'indices dans la Durance qui court dans son lit mineur, non loin de là où la jeune Elizabeth Drummond a été trouvée. Ce qu'ils y trouvent va devenir un des indices centraux de ces triples meurtres. Une carabine Winchester ESM Rocola calibre 7,62 datant de la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle de carabine avait été parachuté dans les maquis de France par les forces alliées lors de la guerre. Les Alpes de Haute-Provence, au lieu de la résistance, faisaient alors partie d'un important maquis communiste. Un détail frappe alors les enquêteurs. La crosse est abîmée. Il manque un morceau de bois. Morceau de bois qui serait identifié comme celui ayant été trouvé sous la tête de la jeune victime, Elizabeth Drummond. On a semble-t-il repêché l'arme du crime. Le commissaire revient plus tard à la Grande-Terre afin d'y entendre les déclarations de ses habitants. Yvette Dominici, la femme de Gustave, lui explique alors qu'ils auraient vu la veille au soir des gens se garer et s'installer près du mûrier qui jouxte le chemin menant à la voie ferrée. Elle a entendu des coups de feu en pleine nuit, alors qu'elle s'était levée pour nourrir son jeune fils. Coup de feu également entendu par son mari Gustave, qui est sorti dans la nuit pour aller voir ce qu'il en était. Toujours d'après Yvette, le matin du 5 août vers 5 heures, Gustave s'est levé pour aller vérifier qu'un éboulement qui avait eu lieu sur un champ n'avait pas obstrué la voie de chemin de fer. C'est à ce moment-là qu'il fit sa sordide découverte. Le corps d'Elizabeth Drummond. Ici, nous sommes confrontés aux premières contradictions dans les témoignages. Yvette déclare que son mari est allé chercher l'origine des coups de feu qu'elle a entendus dans la nuit, mais lui affirme être sorti pour vérifier la progression de l'éboulement signalé la veille par son père. Alors que le commissaire s'apprête à quitter les lieux, emportant l'arme avec lui, il croise Clovis Dominici, le frère de Gustave. Lorsque Sebeil déplie le papier journal dans lequel la carabine est enveloppée et que Clovis Dominici l'aperçoit, il est saisi d'un trouble. Vraisemblablement choqué par ce qu'on lui montre. Cet élément notable pèsera dans le dossier. Ah putain, pensez à... Oh putain... Car la stupeur du fils Dominici laisse place à des interrogations. Connaît-il le propriétaire de l'arme ? A-t-il compris ce que les enquêteurs n'ont pu qu'entrevoir ? C'est ici que débute l'affaire Dominici. C'est à ce moment-là que l'attention se porte sur cette famille de paysans, somme toute modeste. Gustave Dominici et le motard, à qui il avait demandé de prévenir les gendarmes, s'affrontent sur leur version des faits. Jean-Marie Olivier, c'est son nom, affirme que Gustave a surgi au niveau du capot de la Hillman, à proximité des corps des parents. Mais ce dernier nie et affirme qu'il a interpellé le motard plus loin, après le mûrier situé au bord de la route, espérant ainsi expliquer qu'il ne les ait pas encore remarqués.
Ce détail est d'importance car comment aurait-il pu ne pas voir les corps s'il avait été aussi proche de la voiture ? Gustave Dominici finit par aligner sa version des faits avec celle de Jean-Marie Olivier. De nombreux témoins qui passaient sur la Nationale 96, la nuit du drame, affirment avoir aperçu, semble-t-il, Sir Drummond, ou au moins un homme lui ressemblant, en train de bricoler sous le capot de la Hillman. Ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle les Anglais se sont arrêtés ici à cause d'un problème mécanique. Récapitulons. Le matin du 5 août 1952, à Lurs, dans les Alpes de Haute-Provence, 3 victimes sont retrouvées mortes à côté d'une ferme, celle de la famille Dominici. Le corps du père est trouvé de l'autre côté de la route nationale, celui de la mère près de ce qui semble être leur voiture. Les deux ont été abattus par balle. Le corps d'une enfant, leur fille, qu'on a elle frappée, est retrouvé près d'un chemin qui borde la Durance. À ce moment-là de l'enquête, le témoin principal est Gustave Dominici, qui s'était levé tôt ce matin-là pour vérifier qu'un éboulement près de l'un des champs n'avait pas obstrué la voie de chemin qui jouxte le domaine. C'est là qu'il trouve le corps de l'enfant. Il se dirige vers la route et alerte un motard qui passait par là. Celui-ci roule jusqu'à la ville voisine d'Oraison pour prévenir les gendarmes. Autres éléments, on trouve des douilles, des traces de pas et même ce qui semble être l'arme du crime. Une carabine de calibre 7,62 qui a non seulement servi à abattre le couple d'Anglais, mais qui a aussi servi à frapper la jeune enfant. Le morceau de crosse retrouvé sous sa tête en témoigne. Au mois d'octobre 1952, le commissaire Constant, travaillant sur l'affaire en tant que commissaire principal, est informé par Paul Maillet, un ami cheminot des Dominici, que Gustave lui aurait confié avoir entendu la jeune fille pousser un râle lorsqu'il la découvrait gisante. Pire encore, il aurait été témoin de la tuerie. Il n'aurait rien fait pour porter secours au Drummond. Gustave Dominici est écroué 2 mois pour omission volontaire de porter secours à une personne en péril. Non-assistance à personne en danger. Malgré un certain nombre d'interrogations et de visites auprès de témoins, de proches voisins, de collègues, l'enquête stagne. Les informations sont recueillies et compilées, mais elles ne font pas réellement progresser l'enquête à ce stade. À la fin du mois de décembre 1952, le commissaire Sebeil fait un point et au vu de la fragilité des éléments collectés jusqu'ici, il prend la décision de repartir de zéro. Durant 10 mois, il logera à Lurs et à nouveau, il examinera tous les témoignages recueillis, les croisera, examinera à nouveau les éléments de preuve recueillis un par un. Il traquera les incohérences et en trouvera. Les témoignages des Dominici ont une tendance particulière à se contredire entre eux. Il décidera donc d'interroger à nouveau les Dominici et parvient à glaner suffisamment d'éléments contradictoires pour confronter Gustave. Sa présence sur les lieux, le déplacement du corps d'Anne Drummond, la visite la veille au soir de la mère et de la fille Drummond pour chercher de l'eau à la Grande-Terre contrairement à ce que soutiennent les Dominici, ces éléments suffisent pour amener Gustave au palais de justice de Digne pour des interrogatoires complémentaires. S'il clame encore des jours durant son innocence, le 13 novembre 1953, date mettant un terme à 12 jours d'interrogation, Gustave craque et formule finalement des aveux, corroborés ensuite par son frère Clovis. Le 5 août, à l'aube, Gustave interroge son père sur les coups de feu entendus quelques heures auparavant. Gaston Dominici admet à son fils avec calme, l'air impassible, ne trahissant aucun trouble, qu'il en est l'auteur. Une dispute ayant tourné au drame. Accusé par la fratrie, Gaston Dominici est également conduit au palais de justice de Digne. Après 36 heures d'interrogatoire, il avoue les faits, à demi-mot. L'histoire qu'il raconte est partielle et versatile. Tantôt il évoque un accident, Sir Drummond ayant supposément attaqué en premier, tantôt il décrit Gustave comme le véritable meurtrier de l'affaire. Gaston Dominici est alors érigé en patriarche sacrifié pour le bien de ses enfants. Après un dialogue dont on peut douter de la sincérité face à tant d'inconsistance, il affine sa version des faits. Une bagarre aurait éclaté entre lui et Jack Drummond, ce dernier l'ayant surpris en plein ébat sexuel avec sa femme. La suite tourne au vinaigre. Gaston tue l'époux, réduit au silence la femme criant son effroi, et termine son geste funeste en abattant la jeune Elisabeth. L'explication est triviale, mais rien au monde ne justifie un meurtre. Ces aveux ne clôturent néanmoins pas l'affaire une fois pour toutes. Au-delà d'une autopsie du corps de l'épouse dont les résultats contredisent sa version,
Gaston se rétracte quelques semaines plus tard sur sa déclaration suivie de Gustave. Tous deux se prétendent à nouveau innocents. Le procès de Gaston se déroule un an après, le 17 novembre 1954. Lors de celui-ci, les Dominici restent fidèles à leurs habitudes. Incohérences, contradictions et mensonges seront de mise tout au long des auditions. Cette photo présente la salle d'audience, mais ce qui frappe, c'est la foule présente. Comme si Dominici, père, avait son propre public. Les jurés rendent enfin le verdict tant attendu de tous, 11 jours après le procès. Gaston Dominici est reconnu coupable et est condamné à mort. Dans un énième revirement, le vieil homme minimise sa culpabilité en impliquant l'intervention de Gustave et Roger Perrin fils, son petit-fils, dans le meurtre. Les rôles auraient été partagés dans le crime. Suite à ces affirmations, une contre-enquête est diligentée dès la fin du procès et est menée par une nouvelle équipe d'enquêteurs parisiens. Si elle indique les rôles joués par Gustave Dominici et Roger Perrin dans le déroulement des faits, elle ne permettra pas d'en établir la preuve formelle, et un non-lieu sera prononcé, mettant fin à toute action judiciaire liée au triple meurtre de Lurs. Gaston est condamné à mort. Il passera plusieurs années derrière les barreaux, à la prison des Baumettes de Marseille. En 1957, le président René Coty commue la peine capitale en prison à perpétuité et Charles de Gaulle gracie Gaston Dominici 3 ans plus tard, en 1960, celui-ci est alors âgé de 80 ans. Gaston Dominici mourra en 1965 à l'hospice de Digne. Le triple meurtre de Lurs est une affaire qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui a tout d'ostentatoire. Entre les déclarations contradictoires de la famille Dominici, les interventions de la presse, l'amateurisme dont ont fait preuve les forces de l'ordre, rien n'a été fait comme il aurait fallu. Le Parti communiste français, organisation puissante au sortir de la guerre, organisera un comité de défense des Dominici, au mépris de toute impartialité et respect de la séparation des pouvoirs, concept encore balbutiant à l'époque, et la presse aura fait ses choux gras de cette affaire, à grands coups de déclarations chocs sur les participants, victimes et enquêteurs, allant même jusqu'à publier de fausses informations. Le quotidien François expose ainsi le carnet de voyage de la petite Élisabeth, dont on apprendra par la suite qu'il a été écrit de toutes pièces par un journaliste. Le réalisateur Orson Welles s'intéressera de près à l'affaire Dominici et y consacrera un épisode de sa série documentaire Autour du monde avec Orson Welles. L'intérêt est international et les tensions n'auront pas aidé les enquêteurs. Plus tard, un film sera même réalisé sur cette affaire avec un Jean Gabin au sommet de sa gloire, dans le rôle du père Dominici. C'est l'écrivain Jean Giono qui va lui donner un angle différent sur le procès Dominici. Dans ses notes sur l'affaire Dominici, il décrit un procès sans réelle consistance et, quand bien même tout le monde s'en convainc, Giono sera de ceux qui doutent de la culpabilité du vieux Gaston Dominici. L'écrivain, qui vivait alors dans la région, a suivi de près le déroulement de l'enquête et du procès. Il a ainsi pu témoigner de l'atmosphère de suspicion et de méfiance qui régnait dans la région, où chaque habitant était soupçonné d'avoir commis ou couvert le crime. Les rumeurs les plus folles circulaient sur les motivations du meurtrier, alimentant les fantasmes et les peurs des habitants. Voici une photo de Giono, présent lors d'une des audiences au tribunal de Digne. Lorsque Gaston Dominici a été arrêté, l'affaire a pris une tournure encore plus dramatique. Les médias se sont emparés de l'histoire et le procès a été suivi de près par la presse nationale et internationale. Car la presse aura effectivement fait ses choux gras de cette macabre histoire à coups de titres souvent exagérés, parfois mensongers. Jean Giono, tel qu'il décrit dans ses notes, a assisté à plusieurs audiences et a été choqué par le traitement réservé à Gaston Dominici, qui semblait être condamné d'avance. Les témoins étaient contradictoires, les preuves peu convaincantes, et l'accusé semblait incapable de se défendre correctement. La France de 1952 est un pays portant encore les stigmates d'une guerre sans précédent, tant dans ses institutions que dans les esprits de ses habitants. Et le déroulement chaotique de cette affaire en est finalement une parfaite illustration. Finalement, que s'est-il passé réellement lors de cette nuit du 4 au 5 août 1952 ?
Qui a tué les Drummond? Gaston, Gustave, quelqu'un d'autre? Tous? Qui a fait en sorte qu'une telle réalité prenne forme? Il y aura des tentatives pour rouvrir l'affaire par la suite. Elle ne le sera jamais et restera probablement à jamais ceci. Une histoire macabre, représentative du chaos ambiant d'un pays blessé, d'un monde brisé par les conflits, et alors en pleine reconstruction, préférant prioriser la guérison à la punition. Dans ce monde en mutation, il existe cependant encore des gens qui réfléchissent et agissent comme s'ils étaient toujours dans le maquis, à vouloir rendre justice eux-mêmes, juges, jurés et bourreaux tels qu'ils étaient à l'époque. Les événements que nous venons d'exposer sont-ils une résultante de cette mentalité pas encore totalement disparue à l'époque? Ça, nous ne pouvons que le supposer. L'affaire Dominici représente un tournant dans le traitement des affaires criminelles en France. Une chose est sûre cependant. Elle aura été formatrice tant pour la police que pour la justice française, l'une revoyant drastiquement ses procédures d'investigation, surtout en ce qui concerne la gestion initiale des scènes de crime, l'autre ses procédures d'instruction. Ainsi, des affaires comme celle-ci seront des éléments fondateurs du futur système judiciaire français qui verra le jour dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'horreur, finalement, est celle qui se terre au coin d'une route de campagne et qui frappe une famille en vacances. C'est l'horreur la plus primaire, celle que l'on ne voit pas, celle que l'on ne veut pas voir mais qu'on s'imagine volontiers pour mieux l'évacuer de notre esprit. Cette horreur-là, aucune œuvre ne peut la décrire tant elle est viscérale. Et c'est cette question qu'on n'arrive pas à évacuer. Qui rendra justice aux Drummond? L'affaire Dominici est moins un meurtre que rien ne sera justifié, que le scénario monté en scène par les médias de l'époque pour tenir en haleine le public quant au déroulement de cette histoire. Personne ne rendra justice aux Drummond, précisément parce que les Drummond, pourtant victimes de ce triple meurtre, n'ont pas été élevés en protagonistes du fait divers. Car le fait divers, nourri par l'instinct voyeuriste de l'humanité, n'est que le fruit d'un long traitement médiatique où chaque journal avait monté sa propre version de l'histoire.